Alors, inspirant, c'est assez facile à comprendre, hein. C'est aussi de là d'où vient le titre de notre émission, c'est qui donne une envie irrépressible de s'engager. Je dis souvent qu'il faut bien inspirer pour mieux respirer. On est là dans une logique d'entretien, de partage un peu de portrait, à travers un parcours personnel qui, quelque part, va rejoindre une forme d'universel. Et c'est aussi pour ça que je vais me tourner vers mes deux invités, qu'on a déjà entendus dans différentes rubriques, mais on va partir un petit peu à votre rencontre et je vais commencer avec vous. Aude Laloux, je disais que vous êtes la rédactrice en chef de Flush. Voilà, l'actualité déculottée. On avait envie de parler avec vous peut-être de votre parcours parce qu'une femme rédactrice en chef dans les médias, c'est peut-être pas forcément si fréquent que ça et d'essayer de se dire qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ces questions, sur ce sujet. Tout est parti d'un blog au hasard, c'est ça, au départ? Oui, c'est ça, au hasard. Vous êtes bien renseigné. J'avais un blog tout à fait amateur. Je travaillais dans un service de communication. Et c'était un blog qui, en fait, faisait des billets d'humeur sur les toilettes des bars et des restaurants. Et en fait, j'étais abonnée à des mots-clés, des alertes sur des sujets en lien avec cet écosystème. Et en fait, je me suis rendu compte de la panoplie de sujets qu'on pouvait traiter avec cette entrée vraiment tout à fait singulière, donc des sujets d'économie, d'écologie, bien sûr, de société, de santé. Le corps étant vraiment en fait discriminant en fait au sens littéral du terme. Et j'ai été contactée par des gens qui travaillaient toujours dans cet écosystème qui m'ont dit en fait nous on n'a pas de médias de référence en fait, on n'a pas de canal de communication privilégié, donc ce que tu fais nous intéresse. Et c'est là que l'idée a germé en fait. Je me suis dit allez, moi j'avais toujours eu envie de monter mon propre projet et en fait et là je me suis dit je pense que en faisant un petit pas de côté par rapport au traitement classique de l'actualité, il y a quelque chose à faire. Et vous avez rencontré assez rapidement une forme de succès ou au moins de reconnaissance. Vous avez aussi été, je crois, incubé à un moment dans l'incubateur de médias comme un média émergent chez H71, etc., qui est bien connu à Lyon. Pourquoi est-ce que l'angle du corps, qui est quand même évidemment un angle un peu particulier, pas si répandu, à la fois vous intéressez, vous passionnez, et pourquoi vous avez le sentiment qu'on peut raconter plein d'autres choses à travers ça? Parce que finalement, on n'est que des corps. On a beau avoir des bonnes idées et voter, par exemple, on reste des corps. Et donc, par exemple, sur ce numéro 14, vous voyez, du printemps, on a consacré un grand dossier au handicap et aux enjeux électoraux autour du handicap. On s'intéresse à la contraception, on s'intéresse au gaspillage de l'eau, on s'intéresse en fait à tout ce qui, de près ou de loin, touche les gens avec ce prisme du corps parce que finalement, on en est réduit à ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs, et je vais en parler, parce que vous avez une actualité dont on a déjà pas mal parlé, mais qui est un magnifique ouvrage que j'ai entre les mains sous forme de bande dessinée, Lésions dangereuses, une enquête sur l'endométriose. On voit bien effectivement que les sujets de société vous concernent. Alors c'était, je crois, un article dans un de vos premiers numéros, et vous avez passé presque 3 ans à construire cette enquête et ce travail pour le sortir aujourd'hui. Quelle était l'envie derrière En fait, c'est ça. L'endométriose était le dossier de fond de notre numéro 3, donc il y a 3 ans maintenant. Et donc la journaliste Camille Grange, qui avait mené ce dossier-là, à la fin du dossier, est venue me voir quand le numéro est sorti. Elle avait beaucoup de retours très très positifs, beaucoup de questions en suspens. Elle m'a dit voilà, j'ai envie de continuer à creuser le sujet, j'ai envie d'écrire un livre. Je lui ai dit vas-y, on va le faire. Ça avait du sens par rapport à moi, ce que j'imaginais pour Flush, parce que je voulais qu'en fonction des contenus, on puisse avoir différents supports. Et donc, on a emmené dans l'aventure Mathilde Manca, qui est donc l'illustratrice BD de Flush, et qui a vulgarisé le sujet qui, quand même, il faut le dire, est très compliqué, très technique. Donc là, on a quand même 220 pages d'état des lieux à 360 degrés sur la maladie et pourquoi est-ce que l'endométriose est mal prise en charge en France. Et donc un ouvrage qui est diffusé un peu partout. Comment est-ce que vous distribuez d'ailleurs à la fois votre magazine et cet ouvrage en particulier ? Le magazine, il est disponible pour le moment via notre site, donc boutique.flushmag.fr. On va retravailler notre système de distribution parce qu'auparavant, on était dans les kiosques et c'est un système que j'affectionne beaucoup et qui est très onéreux pour une petite structure que nous sommes. Et aussi parce qu'on est sur un produit qui est papier, haut de gamme, on a des illustrations originales, voilà, donc ça coûte rapidement cher. Et le livre, il est disponible sur notre site aussi et surtout en librairie. Alors c'est vrai aussi que c'est un sujet, et puis
on pourrait en parler, échanger ensemble là, sur ce que c'est aujourd'hui que d'avoir un média, sur le business model d'un média, sur l'économie d'un média, parce que c'est aujourd'hui une petite entreprise. Vous êtes combien de collaborateurs à des degrés divers pour fabriquer votre magazine Flush? On est une douzaine de personnes, donc tout le monde n'est pas à temps plein sur le magazine, mais on est à peu près 3-4 personnes à s'en occuper, j'allais dire nuit au jour, c'est pas vrai. On va dire qu'on travaille quand même beaucoup. Ça prend du temps et ça revient vite, hein, parce que la périodicité est quand même… Et oui, celui-là, par exemple, j'ai du mal à vous en parler parce que déjà, on est dans la préparation de celui de l'été, celui de l'automne. Mais effectivement, ça revient très vite. On est en train de développer le site internet aussi pour qu'on ait vraiment une plateforme avec une temporalité différente parce que là, on est sur un rythme trimestriel qui est quand même très contraignant, avec des formats différents, donc des vidéos, voilà, ce genre de choses. Et effectivement, voilà, ça nous occupe bien. Est-ce que c'est quelque part aussi un combat que vous voulez mener ou peut-être une histoire que vous voulez partager ou raconter avec d'autres jeunes femmes qui seraient intéressées par cet univers un peu particulier? C'est pas vraiment un combat en tant que femme d'être rédactrice en chef ou de monter un magazine, d'autant que Flush est un magazine national, donc il y a des féminins aussi. Flush n'est ni féminin, enfin c'est vraiment un magazine de société qui est mixte, hein, qui s'adresse aux hommes et aux femmes, c'est important de le préciser. Mais je pense que là où il peut y avoir un vrai sujet, c'est quand on doit s'occuper d'enfants. Par exemple, moi c'est mon cas, je m'occupe de 2 petits-enfants. Bon, ben voilà, quand il y en a un qui est malade, eh ben, on ne va pas à une conférence de presse, on ne peut pas travailler, on ne peut pas relire, donc il faut temporiser. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on sort notre site internet que maintenant, plus de 3 ans après la sortie du magazine. On avait un site vitrine auparavant, parce que c'est un lancement à part entière et que si on veut bien faire les choses, il faut y aller par étapes. Ouais, c'est du work in progress et on voit que c'est très très lent pour installer, même si vous avez réussi à installer votre titre ici et un peu partout. C'est quoi l'avenir de Flush et quels sont vos grands projets à venir? L'idée, c'est de continuer bien évidemment à développer la visibilité du magazine et nos abonnés, sa diffusion. On a Les Lésions dangereuses qui est notre premier ouvrage, donc j'espère que c'est le premier d'une longue série. On commence à avoir tout juste les premiers retours qui sont plutôt positifs, donc voilà, on touche du bois. À côté de ça, on a une activité d'agence de création de contenu où on va travailler avec les entreprises qui souhaitent communiquer différemment. Puis voilà, le site internet et développer les réseaux sociaux. Et voilà, après, on a envie de faire du documentaire. Mais bon, les projets ne manquent pas, mais on se retrouvera peut-être sur plein de projets en commun. En tout cas, on était très très heureux de vous avoir et de participer avec vous et de contribuer au succès, on l'espère, de ce magnifique ouvrage qui traite de sujets sociétaux. Hein. Alors Jean, je vous voyais avec attention écouter. Je disais tout à l'heure en vous présentant de manière un petit peu taquine que vous étiez la reine des abeilles. Alors, il faut quand même expliquer à ceux qui nous regardent, c'est que parce que vous dirigez un cabinet de philosophie, je ne sais pas comment vous allez le décrire, qui s'appelle Noétique Biz, qui est un nom absolument poétique et magnifique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer d'où vient le nom de votre cabinet? Oui, Noétique Biz, ça sonne un peu les abeilles qui n'ont pas d'éthique. Alors, c'est pas ça, Ah oui. Frédéric. En fait, c'est les abeilles noétiques au sens du grec nous. En fait, on a pris une figure écologique majeure, l'abeille. Noétique, pourquoi? Parce que nous sommes les humains des animaux un peu particuliers dans la chaîne des animaux. Nous sommes des animaux spirituels. C'est qu'on est à la fois des animaux et à la fois on a des idées. Donc, on voulait assumer pleinement cette condition animale et humaine. Et en fait, cette figure majeure de l'écologie qui est l'abeille, on le sait, les abeilles sont en danger de mort, plus que de mort malheureusement. Et en fait, ça a été conceptualisé par un monsieur qui s'appelle Yann Moulier-Boutan, un économiste contemporain, très important dans notre parcours. Et cet économiste, il dit quoi? Il dit que l'abeille, elle fait 2 choses absolument fantastiques. Évidemment, quelque part, si je métaphorise un petit peu, elle paye un loyer à l'apiculteur pour faire du miel, en retour de quoi elle a un foyer. Elle a le gîte et le couvert. Elle a le gîte et le couvert. Et puis en fait, elles font un truc qui est vraiment plus important et qui n'est pas rémunéré, pas du tout par l'apiculteur au fond, c'est de polliniser. Elle pollinise et évidemment, on a les fruits et les légumes grâce à elle. Donc, ouais, quelque part, il y a un parallèle entre votre activité, ce que vous voulez faire, c'est de répandre, alors pas la bonne parole, mais la conscience, l'esprit critique. Pourquoi est-ce que c'est si important dans notre monde aujourd'hui, la philosophie? Oh mon Dieu, parce que déjà la philosophie, elle naît à peu près au 7e siècle avant Jean-Claude Van Damme, et bien avant Jean-Claude Van Damme donc. Et ça donc, vous m'avez suivi, et donc elle naît au moment où il y a la guerre. Elle naît à un moment où il s'agit de retourner les armes de la guerre contre eux-mêmes. En l'occurrence, au 7e siècle, c'est l'écriture.
c'est l'écriture alphabétique, l'enjeu. Aujourd'hui, c'est l'écriture, j'ai envie de dire 2.0, 3.0, et puis il y a bien d'autres enjeux, mais j'allais dire le numérique, mais bien d'autres enjeux. Et l'enjeu, en fait, pour les philosophes que nous sommes, c'est que là où nous intervenons, nous voulons polliniser le monde de philosophie, parce que l'esprit critique, s'il a un rôle, c'est de retourner les armes de la guerre contre eux-mêmes. La première arme, la première ressource, c'est le langage, la parole. Et il y en a bien d'autres, donc j'ai dit le numérique. Et toujours est-il que en fait, les philosophes doivent se mettre au cœur de la cité, que ce soit dans le B2B, comme on dit dans le business, ou dans le B2C, c'est-à-dire vraiment en face des clients, pour leur redonner, pour polliniser le monde d'esprit critique. On a plus que jamais besoin de penser le monde avec un E et avec un A, penser, c'est-à-dire en le pensant, on doit prendre soin de ce monde-là. Et prendre soin de ce monde-là, eh bien, c'est lire Flush, c'est nourrir l'esprit critique et bien d'autres choses. Et regarder Lyon Positif, oui. Frédéric, c'est-à-dire nourrir son esprit critique et être inspiré en permanence, nourrir son discernement, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, Jean, c'est que c'est un petit peu comme Obélix, hein, vous êtes tombé dedans tout jeune. C'est-à-dire que dès autour de 20 ans, la philosophie, ça a été comme une rencontre. Et très très vite, vous avez eu envie de créer votre propre structure et de construire votre propre parcours, ce qui n'est pas évident dans cet univers assez corporatiste, un peu compliqué de la philosophie de l'université. Pourquoi cette envie de passer par l'entreprise et passer presque par d'autres voies que simplement la voie universitaire? C'est tout simplement pour partager une joie, la joie de philosopher, la joie d'avoir un minimum d'esprit critique, de lutter contre les préjugés et de nourrir le dialogue. Voilà. Si on est assis sur notre raison d'être, si je reprends les ODD carrément, on est prétentieux nous les philosophes, on prend les objectifs de développement durable, on s'inscrit dedans avec au fond l'employabilité, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'esprit critique, nourrir le dialogue partout dans le monde si possible, on va commencer à Lyon, ce sera pas mal, et puis lutter contre les préjugés. Voilà. Ça déjà, si on arrive à faire ça, nous, notre but, c'est de partager la joie du philosopher comme acte de se désautomatiser. Vous savez, Frédéric, dans une société où règne l'automatisation généralisée, en fait, des comportements, via les algorithmes et via bien d'autres sujets, l'enjeu de l'intelligence humaine, c'est de savoir se désautomatiser. Et se désautomatiser, Frédéric, c'est penser, c'est-à-dire être journaliste, c'est-à-dire lire Flush, c'est-à-dire le mec qui redit. Ouais. Voilà. Avec un A et avec un E, c'est aussi pour ça, quand on aura l'occasion, quand votre agenda le permettra, qu'on vous accueillera de temps en temps pour une chronique un peu philosophique, pour nous donner un petit moment. Vous étiez déjà intervenu avec nous régulièrement sur Immédiat Positif pour des petites pastilles qui avaient beaucoup de succès, ces minutes un peu nécessaires philosophiques. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir été là tous les deux par votre parcours, par vos travaux, par votre activité, de donner aussi aux gens l'envie d'agir, puisque c'est le principe de l'émission.